Bonjour Monsieur Spett. Bonjour. Nous allons parler à travers ce reportage de votre vie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance? Alors moi je suis né ici à Vallée de la Fench, enfin plus exactement à Thionville en 62, j'ai 54 ans et à l'époque on venait au monde en général à l'hôpital Lalgrange, mais en 62 il y avait eu quand même beaucoup de décès et des parents avaient peur. Donc moi mes parents sont allés à Thionville, donc je suis né à Thionville, mais je suis revenu ici tout de suite après et puis après j'ai grandi ici. Donc j'étais loin d'imaginer que j'allais quitter Nilvange à différentes reprises, revenir ici. Bon, j'ai grandi à Nilvange. J'ai été à l'école en fait plutôt à Knutange puisqu'on était tout près ici. C'était beaucoup plus proche. Ouais. Et à l'époque c'était clair, on n'avait pas le choix, on allait travailler à l'usine. On nous le disait déjà quand on avait 5 ans, 6 ans. Je me souviens qu'au CM1 on avait un prof qui nous avait fait 3 mois de géographie sur l'usine de Knutange, avec visite il y avait pas le choix. On avait les wagonnets qui passaient au-dessus de la tête là, qui allaient à l'usine, qui descendaient de Boulange et Homès. Donc on les voyait fonctionner et on était inquiet quand on les voyait arrêter. On se disait oh mon Dieu, l'usine est arrêtée. C'était comme si notre cœur allait arrêter de battre. Et on nous faisait un exposé sur les laminoirs, les hauts fourneaux, les poches, l'acier, la fonte, la transformation. À 5 ans, 6 ans, vous connaissez déjà toute une usine à l'âge là. Ouais. Et c'était inconcevable qu'on aille travailler ailleurs et qu'on fasse plus de 1 kilomètre pour aller travailler. Et les choses ont commencé à changer en 67-68. Comme l'usine se trouvait juste là à 50 mètres, on a commencé à voir la rue bloquée, des manifestations. C'était en 67 déjà, avec tout paralysé, les CRS, les batailles ici. Parce que quand l'usine fonctionnait, c'était 7000 personnes qui sortaient. Et je me souviens une fois, j'étais petit dans la nuit, j'avais pas dormi, j'étais à la fenêtre et j'ai vu de nuit tout le monde sortir. Donc c'était comme des soldats, des gens qui martenaient le sol, qui descendaient, et puis quelques-uns en vélo, quelques-uns en Solex, et j'étais impressionné, j'avais jamais vu ça de nuit. Mais c'était une marée, et puis après c'était des scènes de guerre ici en 67-68, avec des gens qui campaient, avec les radios, avec les CRS qui attaquaient. Ouais. Ça, vous l'avez vu, vous, de votre fenêtre? Oui. Et je me souviens avoir même passé après des semaines à dessiner ça. C'était tellement fort. Je faisais des dessins, et je me souviens que mon instituteur me prenait pour un jeune fils de communiste. Il faisait la grimace quand il me voyait ramener avec autre chose que des fleurs et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on voyait les gens ici avec des lance-pierres qui tiraient des billes en fer. Il y avait les CRS ici qui tiraient là-haut aussi. Il y avait des occupations de nuit. Il y avait des bus de CRS, la casquée beauté juste ici. Ouais, ils ont vraiment tout fait pour essayer de garder leurs usines. Ouais, c'était vraiment... Après, il y a eu 68, d'accord, et c'est là que mon père a commencé à me dire que peut-être les choses seraient plus difficiles pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'usine. D'ailleurs, comme l'usine était arrêtée, avec les copains, on avait trouvé un trou dans le grillage et on s'est retrouvés à naviguer partout. Sur les rails, dans les trains, en montée, tout était arrêté, et ça a été ma première grande visite de l'usine, ça, en pleine période de grève, c'était 68. Donc j'avais 6 ans, 7 ans. Mes parents, officiellement, ils pensaient que j'étais là dans les bois. Oui, très jeune, oui. Ouais. Et en fait, on était monté par le train à fil, on était remonté par le pont, puis par la fonderie, puis on était au laminoir, etc. Et ça, vous l'avez dit à vos parents après? Je crois pas, non. Ils l'ont jamais su. Non. Ah, oui. non. Vous avez toujours habité dans cette rue ou c'était... Ouais. Alors en fait, on n'avait pas le choix non plus. Mes grands-parents, ils sont venus d'Alsace et d'Italie à la fin du XXe siècle, et mon grand-père il a commencé en 1914 apprenti, et c'était déjà dans la maison là. En fait, l'usine avait très peur de perdre les gens, surtout les gens qui étaient formés, donc les chefs étaient logés, ils avaient même le téléphone. Alors attention, c'était téléphone avec l'usine, on téléphonait pas en Turquie ou on pouvait téléphoner à l'usine. En fait, on téléphonait même pas à l'usine, c'était l'usine qui téléphonait en disant il faut aller au boulot. Et si on répondait pas, il y avait un vieux qui était envoyé qui cognait avec une canne. Ah oui. Ouais, mon père et mon grand-père, ils ont connu ça. Mon père, il y avait un vieux, il descendait de l'usine avec la canne, et son boulot c'était de réveiller les gens, mais réveiller les morts, et taper sur les volets jusqu'à ce que on ouvre, quoi. Donc en fait, on était logés tout près de l'usine parce qu'on avait besoin de nous. Donc on a fait partie de la catégorie du personnel qui devait habiter ici. Mon grand-père, il était à la centrale. Il a travaillé avec Victor Madeleine à la centrale électrique. Donc l'électricité, c'était sacré pour l'usine. Et puis mon père, un peu moins, c'était au niveau des expéditions. Donc là, l'usine était déjà beaucoup plus calme après-guerre. C'était plus le même chose, quoi. Là, vous avez retrouvé des informations sur l'apprentissage à l'usine. Vous avez retrouvé quoi comme... Oui. Alors, ça m'a fait peur parce que je savais que mon grand-père, je savais rien de lui. Et je l'ai découvert dans les effectifs de 1914 et j'ai vu comment on les formait.
À l'époque allemande, hein, je dis bien l'époque allemande, les Français, il y a des gens qui ont travaillé en sorte d'apprentissage qui n'ont jamais vu ça, mais les Allemands demandaient aux gens de mettre du pétrole en fait dans le café et de le boire le matin. Et de temps en temps, ils devaient mettre les doigts dans des prises de courant pour supporter le courant. On leur disait, tu dois être plus fort que l'usine, c'est comme ça. Et il y avait de l'entraînement au vertige où on tendait une échelle en haut des hauts fourneaux. Entre à l'époque le haut fourneau 1 et 2, mais c'est l'équivalent du 3 et 4 maintenant, et il devait passer sur une échelle à l'horizontale, c'est-à-dire à 4 pattes en regardant le vide en dessous, et il devait arriver de l'autre côté. Ça c'était des systèmes pour forger quelqu'un qui avait une attitude très dure. Sacré système. Oui, ça a donné des... Bon, c'était une époque de fou, hein, avec du gaz, avec du feu, avec pas de sécurité, pas de casque. Et ça a donné après des sortes de brutes épaisses. Hein. Mon grand-père, après, il était lutteur dans une société de lutte de l'usine. Donc les chefs de l'usine, les directeurs de l'usine faisaient de la lutte, donc c'est-à-dire en caleçon, hein, du catch, hein, avec les propres ouvriers, et les ouvriers laissaient gagner le chef, pour être bien vu. Ah bon. Ouais, c'était comme ça. Hein. Donc c'était une époque inimaginable, jamais on verrait le directeur d'un McDo faire du catch avec ses employés. C'est sûr, aujourd'hui, c'est plus ce qu'on verrait. Hein. Ouais, mais à l'époque, c'était une époque où il fallait être très fort et on a du mal à imaginer, mais ils se régalaient, ils étaient contents de pouvoir démonter des tuyères à 600 kilos, de faire un exploit. À chaque fois, c'était une sorte de guerre du feu, quoi. Vous, vos parents, ils étaient ici pendant la guerre? Oui, mes parents, en fait, ont pas pu fuir. Il y a des gens d'Omès qui ont pu fuir à Saint-Léger-de-Montbrier, un petit village dans le sud, mais ici, ils ont pas eu le temps. En fait, ça s'est passé comme ça. Les Français ont quitté la zone en décidant de faire sauter le viaduc. Et nous, le viaduc, il est à 30 mètres ici. Donc, à 5 heures du matin, ils ont frappé à la porte, ils ont dit, barrez-vous, le viaduc va sauter. Donc, mes parents ont pu monter jusqu'au bureau central de l'usine, là, en vitesse. Et les rails sont tombés du ciel, en fait. Les traverses de chemin de fer, les briques, etc. La maison ici, elle était foutue, la toiture était fichue, donc mes parents ont dit, enfin mon grand-père, il a pris tout le monde et il a été dans le château, qui est actuelle maison de retraite. Les Allemands étaient partis, les Français étaient partis, donc il s'est dit autant habiter dans un château, puis ils sont restés 3 ans le temps que la maison soit reconstruite dans le château du directeur, que les Allemands occupaient pas. Donc ça a été la période préférée de ma grand-mère, elle était très heureuse de vivre dans un château. Ouais. Et après, quand la maison a été reconstruite, là, les Allemands ont fait encore sauter des ponts en partant, mais la maison avait pas trop subi. D'accord, bien tenu depuis, oui. Ouais, ça va. Ouais. Il y avait même une protection qui a été mise en place par l'usine, donc. Oui, alors on avait une sorte de bunker en béton juste devant la cuisine, et en dessous on avait une porte qui donnait sur la cave. En fait, le bunker était prévu pour qu'on puisse évacuer la cave en cas de bombardement et de chute de la maison. Donc on pouvait passer à travers les décombres et on a toujours une porte blindée à la cave. Ça a été construit par les ouvriers de l'usine alors. Ouais, c'est ça, les ouvriers de l'usine, il fallait garder le personnel, là. Ils avaient très peur de perdre le personnel qualifié. Donc c'est vrai qu'il y avait des avantages ici, hein, un téléphone, un abri, de l'électricité qui était le logement, oui, logement, hein, des immenses jardins. Ouais. Et vous, donc, vous avez été à l'école, donc, ici, à Knutange. À Knutange, et après avoir terminé à Knutange, vous êtes parti où, alors? Alors, à Thionville, j'ai fait la scolarité au lycée à Thionville. Parce qu'à l'époque, Famec, ça craignait, hein. C'était vraiment, pas du tout l'école qu'on a maintenant. Mes 2 beaux-fils, là, ils ont fait une scolarité à Saint-Exupéry, à Famec sans problème, mais à l'époque, c'était un territoire qui était vraiment très dur. Donc, j'ai été à Thionville et quand j'avais 15 ans, c'est là qu'on a déménagé toute l'usine. Donc j'ai vu le portail être démonté et une par une toutes les poches et les convertisseurs de l'usine descendaient la route là. Mais à la vitesse d'un escargot, hein, tellement c'était lourd. Et là j'ai compris que j'allais jamais travailler en usine. Hein. Bon, je me trompais un peu parce qu'après j'ai travaillé à l'IRSID. Finalement j'ai quand même mis les pieds là-haut, j'ai fait des photos, mais ça me semblait là que c'était fini quoi. Il fallait vraiment les illusions s'en aller quoi. Mais c'était plus la poursuite comme votre père, votre grand-père. Ouais voilà. C'était ouais. Changer un peu de ouais. voie. Donc vous avez fait les beaux-arts aussi? Ouais, alors en fait là c'était la grande inconnue parce que plus d'usine, mais on n'était pas formé même à vouloir autre chose. Donc je savais pas quoi, j'ai fait 1 an de droit histoire d'aller dans une grande ville, hein. Donc Nancy, et ça m'a servi pas à grand chose, mais après, bon c'est vrai que j'ai toujours dessiné, mes parents aussi, et je suis rentré aux Beaux-Arts. Et je voulais faire de la bande dessinée, etc. Bon, j'ai vu, c'est quand même assez dur. Et c'était une école spécialisée dans la photo, à Metz toujours d'ailleurs, et puis
comme ça que je me suis dit, on démonte toutes ces usines là, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. C'est un sujet fantastique, quoi. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé le seul à avoir la possibilité de faire des photos de jour, de nuit avec une durée illimitée. Là, vous avez fait comment pour avoir ça? Ah ben en fait, c'était une sorte de magouille. J'ai commencé à faire des photos. Les photos ont été vues, des gens ont commencé à trouver ça pas trop mal, et puis c'était un des responsables de Solac qui m'a fait une convention de stage qui avait un début et pas de fin. Donc j'ai commencé, j'ai commencé 4 février 84, date de début, date de fin inconnue. Donc du coup, je me suis retrouvé toujours à rentrer dans l'usine avec casque, vêtements inifugés et tout jusque 89 pareil. Donc j'ai filmé et photographié la fin de Romba, Gondrange, à Gondange, Jeuf. Donc beaucoup d'usines. Oui, c'était sur plusieurs usines alors. Ouais. Une chance. Ouais. Chaque fois, je demandais qu'on change ma convention, qu'on la prolonge avec une autre affectation. Lieu, on téléphonait, j'y allais, c'était bon. Ouais. Alors bon, il y avait juste une chose, je pouvais pas montrer mes photos pendant une vingtaine d'années. À part quelques-unes qui sont passées dans Libération, à droite à gauche, quelques bouquins, mais beaucoup de photos, alors parce que de jour, de nuit, j'ai tout eu, les accidents du travail, À Romba, donc une poche en fusion là de 1400 tonnes là déraillée. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai photographiées, qu'on photographiait pas ou qu'on laissait pas photographier. Donc ça, j'ai eu la chance de photographier ces trucs-là. Donc là, le pire souvenir que vous aurez photographié, c'était quoi pour vous? C'était ça? Ouais, c'est la mort de quelqu'un en fait, une personne qui s'est retrouvée écrasée par un wagon en fait, qui roulait à peine à 30 km/h. Moi, une fois aussi, j'ai un train, puisque les trains étaient télécommandés à l'époque. Quand quelqu'un avait une télécommande, il savait pas qui était derrière une poche à fonte. Donc je me suis retrouvé près d'un train qui démarrait à Jeuf. J'ai failli y passer aussi. Mais je pense que c'était d'avoir vu quelqu'un, j'ai fait les photos aussi, qui avait reçu un tampon au niveau de la tête et puis qui était méconnaissable au sol. Je dis même pas quelle usine parce que quand ce sera publié, je veux pas que les familles reconnaissent qui que ce soit. Donc, mais je pense que c'était ça, quoi. Sinon, vous avez vécu de bons moments comme ça à l'usine, de bons souvenirs aussi? Alors, les bons moments, il y avait que ça quand même, parce que je comprends pourquoi les gens avaient la nostalgie. À l'usine, on allait à la chasse. Il y avait des fusils, il y avait des flingues, il y avait des carabines, il y avait des chevreuils, des sangliers qui se perdaient dans l'usine, là où on stockait les poutrelles. Donc les gens, ils rentraient au travail, une fois que la coulée était faite, ils prenaient le fusil sur le dos, ils allaient à la chasse. Ils ramenaient des canards, des sangliers, des chevreuils. Tout ça a été découpé dans l'usine, on faisait cuire au-dessus de la rigole de haut fourneau. C'est pas une blague, Moi j'ai mangé du canard cuit à Romba au fourneau 7 et avec des invités qui passaient par les conduites là de l'agglomération de Romba. On a réparé ma voiture aussi au fourneau, on l'a hissé sur un pont roulant, on m'a refait la ligne d'échappement. Ouais. Ah, vous pouvez tout faire manger, réparer sa voiture, c'était... Ah ouais, c'était une ville dans la ville, tout pouvait s'arranger, Il y avait des baignoires pour les chefs qui étaient remplis de canettes avec de l'eau, toujours au frais. C'était toujours comme ça, c'était fou. On n'imagine pas la vie qu'il y avait là-dedans, mais il y avait des visites, des attroupements, des regroupements, des fêtes, Noël là-dedans, c'était pas mal, quoi. Et en parlant de Nilvange, vous étiez à l'ancien Gueulard à un moment? Oui. Alors en fait, il y a une époque où il y avait plein de jeunes, un peu comme vous, qui portaient des projets, qui avaient envie de faire des choses. Donc moi, je suis allé secouer les sonnettes du Républicain Lorrain à l'époque, et je me suis retrouvé à la porte avec les jeunes qui allaient créer le Gueulard. Donc je les ai observés de loin, et après je suis rentré dans l'association un certain temps. Et que vous avez eu d'autres passions aussi? Oui, alors moi depuis longtemps, il y a l'astronomie en fait. Donc j'ai toujours observé le ciel, et depuis l'arrivée d'Internet, là, ça a donné une autre dimension parce qu'il y a une association qui a été créée en 47 et qui a besoin d'observateurs pour un programme de la NASA qu'on appelle LTP, phénomène transitoire lunaire. C'est-à-dire qu'on essaye de repérer des anomalies sur différents corps. Donc il y a des gens qui travaillent sur Jupiter, etc. Donc comme la Terre tourne, on a besoin d'observateurs à différents moments. Donc je reçois par mail un programme qui me dit si vous avez le temps, essayez telle nuit de faire telle photo. Et après je renvoie ça sur un serveur où les photos sont analysées et puis capitalisées. Et puis j'ai eu aussi la possibilité d'avoir une correspondance avec un des astronautes d'Apollo 15 qui s'appelait James Irwin, et il m'a envoyé quelques objets qu'il avait, des cartes qu'il avait oblitérées sur la Lune. Waouh, j'ai des objets qui ont fait l'aller-retour. Que vous aviez toujours aujourd'hui? Ouais. Et en fait à l'époque les Américains s'y intéressaient plus. Maintenant
Mais il y avait une époque où c'était une période poubelle, les expéditions Apollo, tout ça n'intéressait plus personne. Et récemment, j'ai pu travailler sur un simulateur de vol qui tourne sur iPad et Android. En fait, on m'a demandé de travailler sur un cockpit en fait du modèle Apollo. Donc ça, je l'ai sur tablette, ça marche bien. Et puis c'est une fierté pour vous. Ouais, c'était super. Surtout que j'ai bossé avec des Anglais là que j'ai jamais rencontrés. Donc il y a un gars de la NASA aux États-Unis là, Vincent, et puis Francisco qui travaille à Londres, et bon, on s'est jamais rencontrés, mais on échange quoi, et puis on y arrive au bout. Via Internet dans le monde entier. Ouais, c'est marrant. Et vous avez également fait la SMK en 3D aussi. Oui. C'est un travail que vous avez fait pourquoi? Ça, c'est par passion, par. Ouais, au début c'était pour moi en fait. Moi, c'était quand même un arrachement au cœur de voir le paysage qui disparaissait. Ça m'arrivait de prendre le bus pour aller à l'école, et puis je voyais tout à coup il faisait clair, alors qu'avant il y avait des bâtiments et quelque chose avait disparu dans la nuit ou dans le jour. Et je voyais que des bâtiments disparaissaient. Ça a commencé avec la Syrie, après les hauts fourneaux, et ça me manquait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la conservation du patrimoine industriel. Alors j'ai commencé, je me suis dit avec l'informatique, la 3D on peut reconstruire. Donc j'avais commencé en 86 sur Amiga, donc il y avait un petit logiciel Sculpt 3D qui permettait de construire un modèle, et chaque fois que j'ai évolué d'un ordinateur à l'autre et puis d'un logiciel à l'autre, j'ai récupéré mes modèles et je les ai détaillés de plus en plus. Donc maintenant j'ai l'usine de Knutange reconstruite à partir de 1897 jusqu'à 1952 à peu près. En vous basant sur quoi? Sur des photos? Ouais, photos, plans, j'avais récupéré beaucoup de microfilms aussi, plans, et bon, on retrouve des choses. Faut aller les chercher un peu loin des fois, mais ça va, on retrouve des choses quoi. D'accord. Et pour Nilvange, votre ville, qu'est-ce que vous avez comme souvenir ici qui vous aurait marqué, que vous avez aimé? Moi c'était l'usine qui tournait, ça n'avait surtout pas du tout la même. Bon, d'une part il y avait la chute de poussière. Moi c'était un truc qui me surprenait, enfin qui me dérangeait aussi. On avait tous des poussières dans l'œil et on devait aller au portier se les faire ôter avec un aimant. C'était des poussières métalliques. De la limaille de fer, parce qu'on était à 30 mètres là de la scierie. Donc quand on était jeune, c'était la poussière qui tombait. Dès qu'il y avait un coup de vent dans l'arbre, la poussière nous tombait dessus. Et moi-même en été, il fallait que mon boulot c'était secoueur de haricots. Les gens ils faisaient pousser des haricots. La poussière était tellement lourde que les haricots se mettaient à pencher. Et donc des fois on me donnait 1 franc, 2 francs et je devais secouer les haricots pour faire tomber la poussière. Mais il y avait une poussière ici énorme sur les trottoirs, dans la rue, une pollution incroyable, un nuage jaune comme ça ici au-dessus de Nilvange. J'en ai jamais vu les étoiles, même la lune, même quand il faisait beau. Et c'était la pollution et en même temps des choses très belles, des glaçons en hiver qui se formaient sur les hauts fourneaux avec la lueur rouge à travers. Il y avait des visions qui étaient féeriques et en même temps c'était très pénible des fois à vivre. La poussière, c'était terrible. On supportait ça, le bruit aussi, les locotracteurs de l'usine, le bruit du minerai qui tombait dans le haut fourneau, là on l'entendait très bien. C'était tout proche, presque dans l'usine, on dirait à quelques mètres. C'était vraiment. Donc c'était ça, c'était vraiment. C'était à côté féerique, c'était quand même très beau. Vous, ça a été dur la fermeture quand vous avez. Ouais. On savait pas comment réagir, on n'était pas formé à ça. Ça s'est passé très vite. Je me souviens, mon père avait des indications, il voyait les pièces de rechange partir. Elles étaient vendues en Allemagne. Donc là, tout le monde sentait que ça allait mal se passer. Et ça, c'était une période d'inquiétude qui était très dure, quoi. Ouais. Donc le changement de Nilvange, on avait beaucoup de lumière allumée la nuit. Il faisait pas nuit ici. Il y avait toute l'usine qui clignotait, des feux, du bruit. Ça a été un gros changement, quoi. Une évolution qui a eu. Bon, maintenant, je me plains pas. C'est vrai que c'est paradisiaque par rapport à ce que c'était avant. Ouais. Vous êtes content de votre ville aujourd'hui? Ouais. Vraiment verte. Il y a de l'espace. Bon, il y a des problèmes de voitures, etc. Mais c'est une ville qui a bien amorcé le changement. Il y a une médiathèque. Au niveau culturel, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est une ville qui a pas été dans la résistance, qui a réussi à construire des choses nouvelles. Qui a développé beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on compare des cartes postales de Nilvange dans les années 50 et maintenant, on voit qu'il y a du changement. C'est pas la même chose pour Hayange. Hayange, le centre-ville est le même années 50 que maintenant. On voit que c'est une ville qui a pas bougé. Nilvange est méconnaissable à tout point de vue, quoi. Une grande évolution depuis les fermetures, on va dire, ça a constamment évolué. Il y a eu une dépollution, toutes les conduites de gaz de Richemont ont été enlevées. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Je vous remercie pour ce témoignage. De rien.